Dans les épisodes précédents, on a vu que le machine learning moderne consistait souvent à être guidé dans l'exploration des paramètres de nos algorithmes à l'aide de gradients. Ces gradients nous disent comment ajuster nos paramètres pour mieux coller aux données d'entraînement. Cependant, j'ai pu malencontreusement donner l'impression que cette exploration des paramètres allait nécessairement bien se passer et nous conduire à déterminer des paramètres optimaux pour nos machines. Ce n'est malheureusement absolument pas le cas. L'exploration par descente de gradient, c'est une exploration bien plus intelligente qu'une exploration aléatoire. Cependant, il reste difficile de garantir quoi que ce soit vis-à-vis des performances de la descente de gradient. Et pour le comprendre, il est utile de considérer l'analogie avec la topographie. La topographie, c'est l'étude des reliefs, typiquement pour dessiner des cartes qui rendent compte des altitudes des paysages naturels. Et en machine learning, on aime typiquement considérer que les coordonnées GPS d'un individu sur Terre sont l'équivalent des paramètres de nos algorithmes, alors que l'altitude correspond à la performance de l'algorithme. Typiquement, une faible altitude correspond à un algorithme performant, alors qu'une haute altitude correspond à un algorithme qui commet beaucoup d'erreurs de prédiction. Le problème du machine learning correspond dès lors à identifier des points de très faible altitude. Cependant, il faut imaginer que le paysage global est très difficile à observer. Étant donné deux boutons, il est difficile de visualiser les performances de la machine pour différents réglages de ce bouton. Souvenez-vous du cadre de l'épisode 42. Tout ce que l'on a, ce sont des boutons à tourner. Et donc, on est limité dans ce qu'on peut faire. Pour une configuration donnée, on peut calculer la performance de la machine. Mais aussi et surtout, dans le cadre des réseaux de neurones notamment, pour chaque configuration de la machine, on a aussi un gradient qui nous suggère comment tourner les boutons pour aller dans le bon sens. En topographie, ça correspond à dire que l'on a un capteur GPS qui nous dit exactement où on est, mais on n'a pas de carte pour savoir où il faut aller. Qui plus est, on est aveugle, ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus voir le paysage autour de nous. On dispose toutefois d'un altimètre pour connaître l'altitude et enfin d'une espèce de super boussole qui nous dit vers où aller pour descendre autant que possible. Cette direction de plus forte descente est justement ce que l'on appelle le gradient de la pente. Appliquer la descente de gradient, ça revient à se placer quelque part dans le paysage. Puis, à chaque instant, on utilise la super boussole pour déterminer la direction de plus forte descente. Et, les yeux fermés, on effectue un pas dans cette direction, généralement proportionnel à la pente de cette direction de plus forte descente. Et puis, une fois ce pas effectué, on recommence. Alors très rapidement dans l'épisode 42, j'ai mentionné une variante de la descente de gradient appelée stochastique. Ça consiste à avoir une super boussole imprécise qui en moyenne marche mais qui donne des indications qui fluctuent d'une mesure à l'autre. Ça ne change pas énormément de choses au problème. Bref, on a donc cette technique de descente de gradient qui, pas à pas, essaie de nous amener vers de basses altitudes. Le succès du machine learning dépend alors de la faculté de cette descente de gradient à y parvenir. Qu'est-ce qui peut mal aller ? Alors tout d'abord, on peut parler du cas où tout ira forcément bien. C'est typiquement le cas lorsque le paysage est entièrement une énorme cuvette. Si cette cuvette est bien comme il faut et si nos pas sont de plus en plus petits, on sent qu'on finira par atteindre le fond de la cuvette. Eh bien, il y a une façon de formaliser cette intuition. Une bonne cuvette correspond à ce que l'on appelle une fonction de coût convexe. Intuitivement, si on remplissait la cuvette de goudron, alors le goudron prendrait alors la forme d'un solide sans creux. Un tel solide est appelé convexe. Et ça a bien sûr des liens avec la géométrie, comme par exemple la possibilité de pavages pentagonaux. De façon un peu plus formelle, une cuvette sera convexe si lorsque je prends deux points de la cuvette et si je construis une tyrolienne qui relie ces deux points, alors la tyrolienne ne touchera jamais le sol. Dit encore autrement, toute moyenne pondérée des altitudes des deux points sera supérieure à l'altitude de la moyenne pondérée des deux points. Bref, en optimisation, on s'est rendu compte encore et encore que cette propriété de convexité rendait les problèmes simples et résolubles efficacement. Ainsi, si un informaticien vous dit qu'un problème est convexe, vous pouvez généralement comprendre qu'il vous dit qu'il est facile. Et en effet, typiquement si les métriques de performance à minimiser sont convexes, alors on peut démontrer que la descente de gradient va bien marcher. Malheureusement, à l'instar de la topographie, les performances des réseaux de neurones ne forment généralement pas une gentille cuvette globale. Pour commencer, on peut avoir des cuvettes locales. Typiquement, le relief peut être miné de petits creux, à l'instar de la surface de la Lune, disons. La descente de gradient va alors nous faire tomber dans l'un de ces creux, mais probablement pas dans le plus bas de ces creux. Or, il est tout à fait possible que la plupart des creux soient en haute altitude, par opposition à un maxi creux qui serait l'équivalent de la fosse des Mariannes. En fait, si on appliquait la descente de gradient sur Terre, il serait improbable d'atteindre une altitude comparable à la plus basse altitude possible. On finirait bien plus probablement dans des creux en altitude, peut-être même au-dessus du niveau de la mer, comme le fond d'un lac. Dans le jargon, on dit qu'on atteindrait des minima locaux par opposition à la fosse des Mariannes qui serait un minimum global.
Et il faut bien dire qu'au machine learning, on a fini par accepter cette défaillance de la descente de gradient. Il est même considéré illusoire aujourd'hui d'espérer atteindre des minima globaux. On se satisfait généralement bien aisément de minima locaux. Après tout, si l'IA atteint des performances surhumaines à sa tâche, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, on peut invoquer des arguments de complexité en temps de calcul pour conclure que chercher des minima globaux est désespéré. En effet, en s'appuyant par exemple sur le problème du voyageur de commerce, il est aisé de construire des familles de fonctions telles que trouver les minima globaux de ces fonctions soit un problème NP dur. Et NP dur, ça veut dire super dur en gros. Bref, le mieux qu'on puisse espérer en pratique, c'est sans doute les minima locaux. Mais du coup, si on laisse tourner la descente de gradient, on finira au moins par atteindre des minima locaux, non? Eh bien, ce n'est pas gagné. En effet, une autre chose qui peut arriver est de se retrouver bloqué au niveau d'un col. En montagne, un col correspond à l'intersection entre une ligne de crête et une ligne de creux. Typiquement, en randonnée, on monte souvent le long de lignes de creux pour rejoindre des cols et c'est souvent génial parce qu'en arrivant au niveau du col, on découvre tout à coup la vue de l'autre côté du col. En descente de gradient, on aura plus tendance à descendre plus ou moins le long d'une ligne de crête avant d'arriver au col. Et le problème, c'est qu'au niveau du col, le gradient s'annule, ce qui fait que les pas du gradient sont très petits et peu indicatifs de la bonne direction à suivre pour descendre. Alors pour les cols de montagne, ça ne paraît pas si problématique puisqu'il semble qu'on finira bien par tomber d'un côté ou de l'autre du col. Mais cette intuition que l'on finira assez vite par tomber d'un côté ou de l'autre est assez spécifique des petites dimensions. Oui, parce que les coordonnées GPS correspondent à deux nombres, la latitude et la longitude, et donc la topographie terrestre correspond à uniquement deux boutons d'une machine que l'on chercherait à paramétrer. En pratique, en machine learning, on a souvent des millions de boutons. Et il se peut que l'on ait alors un col qui soit une ligne de crête selon 990 000 directions et une ligne de creux selon les 10 000 directions restantes. Mais alors il faut imaginer que notre boussole, surtout si elle est randomisée, va souvent nous amener vers une combinaison des 1 million de directions qui va alors avoir de bonnes chances d'aller globalement dans les 990 000 mauvaises directions plutôt que dans les 10 000 directions restantes. Et le truc, c'est qu'une telle direction va nous faire remonter plutôt que descendre. Trouver l'une des directions qui descendent et bien les prendre peut être redoutablement difficile car en grande dimension, l'angle admissible pour descendre peut être ridiculement petit. Bref, il se trouve qu'en pratique, les cols de très grande dimension sont des obstacles très difficiles à franchir pour la descente de gradient. Et du coup, oui, il faut parfois se contenter des cols plutôt que des cuvettes. Ce qui nous amène à la question suivante, ces histoires de cuvettes non globales et de cols, au final, est-ce si grave ? Eh bien, pas nécessairement. En 2015, certains chercheurs ont étudié les propriétés de certaines hypersurfaces aléatoires et ils ont montré qu'en un certain sens, les cuvettes et cols étaient généralement pas si mal. Autrement dit, en général, tomber dans une cuvette, ce n'est pas une garantie d'avoir bien appris, mais c'est un signe qu'on a bien progressé et c'est sans doute comme ça qu'il vaut mieux interpréter le machine learning. D'ailleurs, il est bon de garder en tête que même le minimum global n'est globalement meilleur que vis-à-vis de l'ensemble des données collectées et il ne le restera probablement pas si l'on collecte toujours plus de données, surtout si ces autres données correspondent à quelque chose d'un peu différent. Ainsi, selon cette vision du machine learning, il faut surtout chercher à beaucoup progresser plutôt que de chercher à être optimal vis-à-vis de ce qui a été observé jusque-là. Enfin, une dernière particularité géologique qui peut avoir des conséquences étonnantes dans l'apprentissage est la présence de falaises. Ainsi, il est possible qu'un apprentissage soit bloqué sur un plateau avant de soudain tomber d'une falaise. Bon, IRL, je vous déconseille de tomber d'une falaise. Mais en machine learning, ça correspondrait à tout à coup atteindre des performances nettement meilleures. Et je me demande si ce n'est pas ça qui m'arrive de temps en temps dans mon apprentissage des mathématiques. Parfois, je bloque des heures, des jours, parfois même des mois sur un concept, mais tout à coup, en l'espace parfois d'une fraction de seconde, tout s'éclaire. Bon, ça arrive pas aussi souvent que j'aimerais, mais quand ça arrive, c'est l'une des sensations les plus cool qui soit. Bref, globalement, il me semble que l'analogie entre la descente de gradient et l'apprentissage des humains ne soit pas si farfelue. Dans les deux cas, d'une certaine manière, il s'agit d'explorer l'espace des idées en étant guidé par des données empiriques, de sorte non pas à chercher à apprendre l'idée optimale, mais plutôt à simplement constamment chercher à mieux faire. La dernière fois, on a parlé de l'algorithme de rétropropagation et je vous ai notamment donné un exemple où on essayait de détecter des chats ou pas et on mesurait la performance de l'algorithme avec le carré de l'erreur entre P et la valeur attendue qui était soit 0 ou soit 1 pour la présence ou l'absence de chat. Et j'avais rajouté aussi une remarque comme quoi en fait entre L2 et L1 ça changeait pas énormément de choses. Bon en fait c'est pas tout à fait vrai, ça change quand même
pas mal de choses, enfin ça change des choses en tout cas, et c'est ce que fait remarquer Nicolas Bordery, notamment la métrique L1 est souvent quelque chose de beaucoup plus robuste, elle sera beaucoup moins sensible à notamment des erreurs d'étiquetage. Par exemple, si on a une image de chat, mais elle a été étiquetée pas chat, en fait du coup la fonction objective qu'on aura programmée dans l'intelligence artificielle sera quelque chose qui ne sera pas en fait la bonne réponse attendue, parce qu'on a fait une erreur d'étiquetage, et lorsqu'on utilise une erreur quadratique, ça donne beaucoup plus d'importance à ces erreurs d'étiquetage. Et on en a déjà parlé notamment avec Mehdi en parlant de robustesse, notamment vis-à-vis d'attaques contre les IA. Ce genre de différence entre le carré et la valeur absolue est en fait assez important pour garantir toujours plus de robustesse. Du coup, pour des raisons de robustesse, il peut être souhaitable de préférer la valeur absolue plutôt que le carré de l'erreur. Bon, bien sûr, il y a quand même des histoires de trade-off, notamment parce que si on prend le carré de l'erreur, à ce moment-là, on est capable d'avoir en fait une meilleure cuvette. En fait, la cuvette est beaucoup plus lisse, beaucoup plus ronde et beaucoup plus convexe en un sens qui peut être même rendu assez précis. Et ça, c'est du coup plus souhaitable, ça nous oriente mieux dans la descente de gradient. En tout cas, ça permet à la descente de gradient de converger plus rapidement vers des bonnes solutions. Donc peut-être qu'une bonne idée dans certaines applications, ça dépend sans doute des applications, mais dans un premier temps, il peut être souhaitable de regarder d'abord des pénalisations quadratiques. Comme ça va nous permettre de bien explorer l'espace des idées de façon assez globale. Et ensuite, une fois qu'on a des bonnes performances, on peut chercher à avoir plutôt des erreurs en valeur absolue qui vont nous éviter d'être sensibles à des attaques notamment ou à des données corrompues. Et à ce moment-là, on gagnera en robustesse tout en continuant à progresser dans notre apprentissage. Hapkibol lui demande, sachant que la descente de gradient stochastique et l'algorithme de rétropropagation ont déjà été découverts et que, en gros, ça fait pas mal de temps et qu'on n'a rien su découvrir de nouveau et de meilleur depuis ça fait au moins 3 décennies. Est-ce que ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en termes de recherche en intelligence artificielle? Eh bien, il se trouve qu'il y a encore énormément de recherche en intelligence artificielle à faire. Et on en a déjà d'ailleurs parlé pas mal dans cette série, notamment en termes de robustesse des intelligences artificielles. Il y a tout ce pan de recherche. Il y a aussi plein de problèmes de comment extraire la sémantique de données. Et à ce moment-là, en fait, on va le voir notamment quand on parlera des Generative Adversarial Networks. Mais l'idée d'utiliser juste la rétropropagation ne suffit pas parce qu'on n'aura pas des données étiquetées. Et du coup, il va falloir trouver des façons de combiner notamment plusieurs architectures de réseaux de neurones et des algorithmes de SGD et de rétropropagation, mais avec des fonctions objectifs bien choisies pour qu'on arrive quand même à faire des trucs intelligents tout en exploitant SGD, descente de gradient stochastique, et la rétropropagation, et on en parlera un peu plus tard dans cette série. Il y a aussi peut-être des architectures de réseaux de neurones à optimiser, ça aussi on en parlera. Par exemple, notamment les idées de réseaux de neurones récurrents avec des boucles qui sont capables d'oublier l'information de ces boucles, ou encore des histoires de convolution avec le choix de certains liens plutôt que d'autres, le partage de certains voies, bref. Il y a plein de petites idées comme ça pour améliorer les architectures de réseaux de neurones d'aujourd'hui pour faire des performances qui sont toujours un peu meilleures. D'un point de vue théorique, il y a encore des questions qui se posent. Après, la clé pour faire de la recherche dans ces domaines, c'est vraiment de ne pas être trop ambitieux, de ne pas vouloir réinventer complètement la roue. Voilà, il faut se dire que les progrès que l'on va faire, de toute façon, c'est vrai dans la recherche en général, quand on a un domaine qui commence à être bien établi, si vous pouvez faire de la physique aujourd'hui, cherchez pas à réinventer toute la physique. Souvent, les travaux de physique théorique sont plus des contributions, des petites pierres ajoutées à tout un édifice, et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser la recherche. Il ne faut pas espérer tout résoudre, mais il faut espérer donner des billes, fournir des billes qui vont permettre à d'autres chercheurs de les réutiliser, de créer d'autres billes pour rajouter des modules importants à un système plus complexe, et je pense que c'est un petit peu comme ça que fonctionne aujourd'hui la recherche en intelligence artificielle. À moins que vous voulez faire des trucs plus révolutionnaires avec un plus grand impact, et là il y aura plus de risques d'échec également. Mais par exemple, les problèmes de sécurité en intelligence artificielle, en particulier le problème de la programmation des valeurs morales dans une IA, et là je vous renvoie vers l'article que j'ai écrit où j'identifie pas mal de problèmes plus ou moins théoriques. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire sur chacun de ces domaines. Mais encore une fois, ce seront des pierres à ajouter à un édifice. Il ne faut pas espérer tout résoudre dans le cadre d'un travail de recherche. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler des bêtises des neurones, à la fois biologiques et artificielles. Et de façon très contre-intuitive, on va voir que les bêtises des neurones sont une propriété importante et désirable des neurones. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois.
If you are a basic hill climbing algorithm like evolution, you can climb yourself up, wandering around randomly. You eventually get up to here. And once you get here, you're actually stuck because it goes down before it goes up. Even if there's a huge mountain over there, you can't see the huge mountain, you only see immediately what's underneath you. If you have to get less fit before you get more fit, evolution doesn't plan, right? So it can't see that there's this huge hill off in the distance. And the image you might have in mind here is a ball rolling down a hill. And notice, even for this really simplified single input function, there are many possible valleys that you might land in, depending on which random input you start at. And there's no guarantee that the local minimum you land in is going to be the smallest possible value of the cost function.